C'est une situation que vous connaissez tous. Vous venez de vider votre compte en banque pour acheter cette fameuse canne haut de gamme, celle qui coûte 500 €, celle dont tout le monde parle sur les forums. On vous a juré que c'était une baguette magique. Pourtant, vous êtes au bord de l'eau et vous ratez vos ferrages un par un. C'est fou, non? Et si je vous disais que ce n'est pas un manque de chance, mais que c'est précisément le prix et la conception de cette canne qui vous empêche de capturer ces poissons? Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui dérange. Un sujet qui va à l'encontre de tout ce que les catalogues de pêche veulent vous faire croire. Votre canne de luxe vous rend aveugle aux vraies touches. Dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi vos potes avec du matériel d'entrée de gamme vous mettent la misère au bord de l'eau. D'ailleurs, posez-vous la question et dites-le moi en commentaire. Avez-vous déjà eu l'impression de mieux pêcher avec votre vieille canne toute molle qu'avec votre nouvelle trique en carbone ultra résonnant? Depuis des années, le marché de la pêche nous vend un concept très simple. Plus c'est cher, plus le carbone est pur et plus la canne est sensible. C'est une promesse séduisante. Pour un pêcheur au leurre, ressentir la touche est le saint Graal. C'est cette petite décharge électrique dans le bras qui nous rend totalement accro à notre passion. Alors, naturellement, on se dit qu'en achetant une canne à 500 €, on va décupler cette sensation. On pense qu'on va pouvoir lire le fond de l'eau comme un livre ouvert. C'est un engrenage. On commence avec du matériel modeste, on prend du poisson, puis on veut s'améliorer. On pense que la progression passe obligatoirement par l'achat d'un matériel toujours plus rigide, toujours plus sec, soi-disant pour ne rater aucune information. C'est devenu une norme, une croyance aveugle sur les berges. Dès qu'un pêcheur a le budget, il achète un fleuret en carbone très haut module. Mais ce que les ingénieurs oublient souvent d'expliquer, c'est ce qui se passe sous l'eau. Car la pêche, ce n'est pas seulement vous qui ressentez le poisson, c'est aussi le poisson qui vous ressent. Et c'est exactement là que le piège se referme sur la plupart d'entre nous. Imaginez la scène. Il est 6 heures du matin. La brume flotte encore doucement au-dessus de l'eau sombre du lac. Vous sortez de votre voiture, l'air est frais, le silence est presque total. Vous ouvrez votre coffre avec une fierté non dissimulée. À l'intérieur, bien à l'abri dans sa housse en velours, se trouve votre toute nouvelle acquisition. Une canne à pêche à 500 €. Le vendeur de votre magasin local vous a promis des miracles. Il vous a regardé droit dans les yeux et vous a affirmé que ce bout de carbone haute technologie allait vous faire ressentir la moindre feuille morte qui frôle votre leurre. Vous êtes persuadé que cette fois, c'est la bonne, que ce matériel hors de prix va transformer vos sorties bredouilles en véritable festival de touches. Vous montez votre moulinet avec soin. Vous passez la tresse dans les anneaux en titane qui brillent dans la lumière du petit matin. Tout semble absolument parfait. Vous marchez vers la berge avec l'assurance d'un professionnel expérimenté. Mais voilà, au bout de 3 heures de lancers intensifs, rien ne se passe comme prévu. Vous sentez absolument tout, les petits cailloux, les branches immergées, le moindre changement de courant. Mais quand un vrai poisson s'approche, quand un cendre aspire doucement votre leurre souple, vous ne sentez rien du tout. Ou plutôt, vous sentez un choc brutal, vous ferrez dans le vide avec force et le poisson est déjà parti. Comment est-ce possible? Pourquoi cet outil de luxe semble-t-il soudainement jouer contre vous? C'est le début d'une réalisation très douloureuse pour votre ego de pêcheur. Parlons un peu de cette fameuse première impression lors du lancer. Dès le premier contact avec l'eau, la sensation est incroyable, presque électrique. Le carbone très haut module d'une canne à 500 € est conçu pour transmettre les vibrations à la vitesse de la lumière. Vous animez votre leurre sur le fond et chaque petit caillou vous renvoie un choc sec dans le poignet. C'est grisant au début. Vous vous dites que vous avez des super pouvoirs. Vous arrivez à deviner si le fond est composé de sable, de gravier ou de roche.
C'est l'argument numéro 1 des fabricants pour justifier un prix aussi exorbitant. Mais cette hyper-résonance est en réalité une arme à double tranchant redoutable. À cause de cette sensibilité extrême, votre cerveau est littéralement bombardé d'informations parasites. C'est comme essayer d'écouter une conversation murmure dans une discothèque où la musique est à fond. Vous avez tellement de signaux tactiles qui remontent dans votre main à chaque seconde que vous n'arrivez plus à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Une vraie touche de carnassier, parfois très subtile, va se noyer au milieu des centaines de petites vibrations créées par le frottement de votre tresse contre une herbe ou par le leurre qui rebondit sur une pierre. Vous finissez par être en état d'alerte permanent, ce qui épuise votre concentration et vous fait passer à côté de l'essentiel. Mais l'illusion de la sensibilité cache un problème bien plus grave et bien plus concret. Il s'agit de la rigidité mécanique de votre canne. Une canne qui résonne énormément est, par définition de sa fabrication, une canne très raide, très sèche. C'est de la physique pure et dure. Pour que l'onde de choc remonte jusqu'à votre poignet sans être absorbée, le blanc de la canne ne doit presque pas plier sous une faible tension. Maintenant, mettez-vous une seconde à la place du poisson, disons un beau cendre méfiant. Il s'approche de votre leurre souple posé sur le fond. Il ouvre sa gueule pour créer une dépression et aspirer sa proie. Au moment précis où le leurre entre dans sa gueule, il tire inévitablement sur votre ligne. Avec une canne d'entrée de gamme, un peu plus souple et molle, le bout de la canne va plier légèrement, accompagnant le mouvement du poisson sans opposer de résistance immédiate. Le cendre prend le leurre en confiance. Mais avec votre canne ultra rigide à 500 €, que se passe-t-il? Dès que le poisson aspire, il se heurte instantanément à un mur de carbone inflexible. Il sent une tension anormale, une résistance dure et artificielle. Son instinct de survie prend le dessus en une fraction de seconde. Avant même que l'information n'ait eu le temps d'arriver à votre cerveau pour déclencher le ferrage, le cendre a déjà recraché votre leurre. Vous sentez un toc énorme dans la poignée. Vous ferrez comme une brute, mais c'est trop tard. La rigidité vous a trahi. Avez-vous déjà vécu cette situation humiliante au bord de l'eau? Vous êtes équipé de la tête aux pieds avec du matériel dernier cri. Votre ensemble canne et moulinet vaut le salaire d'un mois de travail. Et juste à côté de vous, il y a un vieux pêcheur du coin. Il porte des bottes usées et pêche avec une vieille canne en fibre de verre qui a probablement 20 ans. Elle est lourde, épaisse et plie comme un spaghetti trop cuit. Vous le regardez avec un petit sourire condescendant. Et pourtant, c'est lui qui enchaîne les prises. Il sort un brochet, puis un autre, pendant que vous enchaînez les lancers dans le vide. Ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas seulement parce qu'il connaît le coin. C'est la mécanique de son matériel qui fait la différence. Sa vieille canne pardonne tout. Lorsqu'un poisson attaque son leurre, la souplesse de la fibre de verre agit comme un amortisseur naturel. Le carnassier peut coffrer le leurre profondément sans ressentir la moindre tension suspecte. Le vieux pêcheur a le temps de voir son fil se décaler, de sentir le poids lourd au bout de la ligne, et de ferrer tranquillement avec succès. Pendant ce temps, vous continuez de jouer à la roulette russe avec vos réflexes, espérant être plus rapide que la vitesse à laquelle le poisson recrache. Cet exemple de la vie réelle prouve bien qu'une résonance excessive n'est souvent qu'un piège marketing qui flatte l'ego de l'acheteur plutôt que de remplir son épuisette. Il y a un autre facteur crucial que l'on oublie systématiquement quand on s'achète un outil hors de prix. C'est la chaîne de transmission. Votre canne à 500 € ne pêche pas toute seule dans le vide. Elle est reliée au leurre par un fil. Vous pouvez avoir le blanc le plus sensible du monde. Si la ligne qui transmet l'information est inadaptée, votre canne ne sert strictement à rien. Beaucoup de pêcheurs associaient leur canne de luxe à une tresse beaucoup trop épaisse ou de mauvaise qualité par peur de casser. Ou pire encore,
Ils utilisent des bas de ligne en fluorocarbone d'un diamètre démesuré. Imaginez que vous ayez une chaîne stéréo haut de gamme, mais que vous branchiez des écouteurs bas de gamme achetés à 2 €. Le son sera mauvais. C'est exactement la même chose à la pêche. Une tresse trop épaisse prend le vent et crée un arc de cercle dans l'air. Elle prend aussi le courant sous l'eau. Cet arc de cercle détruit totalement la tension directe entre votre leurre et votre canne. Lorsqu'un poisson mord, l'énergie de la touche va d'abord servir à tendre ce fil détendu avant de pouvoir faire résonner le carbone de votre canne. Conséquence directe, vous ratez l'information. Vous avez payé cher pour une sensibilité qui est littéralement tuée par la résistance de l'air et de l'eau sur votre ligne. Il vaut 1000 fois mieux une canne à 100 € avec une ligne parfaitement tendue et fine qu'une canne de luxe avec une ligne qui fait un parachute. L'obsession de la touche ressentie dans le poignet a créé un autre défaut majeur chez les pêcheurs modernes. On appelle cela la cécité visuelle. À force de se concentrer uniquement sur les vibrations transmises par ce carbone magique, on en oublie de regarder. Or, 80% des vraies touches à la descente du leurre ne se ressentent absolument pas dans la poignée. Peu importe le prix de votre matériel. Vous êtes là, les yeux fixés sur le paysage, la poigne ferme sur votre canne ultra chère, attendant cette fameuse décharge électrique. Mais sous la surface de l'eau, le leurre descend doucement. Un cendre s'en approche par en dessous, l'aspire en montant et continue de nager vers la surface. Que se passe-t-il dans votre main? Rien. Le vide total. Le poids du leurre a simplement disparu et aucune onde de choc n'est créée puisque la ligne se détend. Si vous ne regardez pas attentivement votre fil au point précis où il pénètre dans l'eau, vous êtes complètement aveugle à cette touche. Un bon pêcheur observe toujours la bannière de sa ligne. S'il voit le fil tressaillir, se décaler légèrement sur le côté ou s'arrêter de couler une fraction de seconde trop tôt, il ferre immédiatement. En vous reposant uniquement sur les promesses de sensibilité de votre canne à 500 €, vous devenez paresseux visuellement. Et vous ratez sans le savoir la majorité des touches les plus subtiles de votre session. Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de la touche fantôme? C'est une maladie très répandue chez les propriétaires de matériel haut de gamme. Comme la canne est extrêmement raide et résonnante, elle amplifie de manière disproportionnée les obstacles rencontrés. Vous pêchez tranquillement, vous grattez doucement le fond avec une tête plombée. Soudain, un choc violent remonte dans votre coude. Bam! C'était lourd, c'était sec. Vous déclenchez un ferrage monumental, un de ceux qui vous démettent l'épaule. Mais au bout de la ligne, il n'y a rien, juste le vide sidéral. En fait, vous venez d'essayer d'arracher la mâchoire d'une pauvre branche engloutie ou d'un bloc de granit. La canne ultra-sensible vous a menti en amplifiant un simple contact matériel pour le déguiser en attaque foudroyante. Ce phénomène est très fatigant nerveusement. Au bout d'une dizaine de ferrages dans le vide, vous commencez à douter. Vous perdez confiance en votre jugement. Et c'est là que le drame se produit. Quand la vraie touche arrive enfin, quand le silure ou le beau brochet prend discrètement votre leurre, vous hésitez. Vous vous dites « Est-ce encore un caillou ?» Vous attendez une demi-seconde de trop pour vérifier. Et le poisson s'en va. La surinformation fournie par la canne à 500 € détruit vos réflexes de pêcheur en vous rendant paranoïaque au moindre gratouillis sur le fond du lac. Parlons un peu de l'adéquation entre le poids du leurre et la puissance de votre canne. Beaucoup de gens croient qu'une canne de luxe peut tout faire parfaitement. Ils investissent dans une canne donnée pour lancer des leurres de 10 à 40 grammes et ils essaient d'animer un petit leurre souple de 5 grammes avec. Leur raisonnement est simple. La canne est tellement chère et le carbone est tellement bon qu'il va compenser le manque de poids du leurre.
c'est une erreur magistrale. Une canne rigide conçue pour propulser 40 grammes a besoin d'être chargée, d'être mise sous tension pour travailler correctement et transmettre les informations. Si vous mettez un poids plume au bout, la canne reste complètement inerte, comme un vulgaire bout de bois mort. Vous lancez difficilement, votre ligne n'est jamais correctement tendue, et le petit bout de plomb ne parvient même pas à faire plier le dernier anneau du sion. Dans ces conditions, vous avez beau tenir dans les mains une merveille de technologie japonaise à 500 €, vous êtes aussi sourd et aveugle que si vous pêchiez avec un manche à balai en plastique. La plage d'utilisation optimale est la règle d'or en pêche au leurre. Un matériel d'entrée de gamme bien adapté au grammage que vous lancez sera 100 fois plus performant et tactile qu'une Formule 1 utilisée en dehors de ses limites physiques naturelles. Il faut également aborder la question fatale de la bannière détendue. Vous connaissez tous ce moment où le vent se lève soudainement sur le plan d'eau. Il souffle de travers, poussant la surface de l'eau et créant des vagues agitées. Vous lancez votre montage et instantanément, une grande boucle de fil se forme dans les airs et sur l'eau. Dans ce scénario précis, la qualité de votre canne n'a plus aucune espèce d'importance. 0. Que vous ayez dépensé 50 ou 500 €, si la ligne entre le sion et le leurre forme un grand ventre lâche, aucune vibration ne passera. Les ondes mécaniques ne se propagent que par la tension. C'est le principe du téléphone avec un fil et 2 pots de yaourt. Si le fil pendouille, vous n'entendez rien. Beaucoup de pêcheurs ignorent ce principe basique de la physique. Ils laissent le vent gérer leur ligne et se reposent aveuglément sur la prétendue sensibilité de leur équipement hors de prix. Ils attendent le miracle. Mais le miracle n'arrive jamais. Le brochet mort mâchouille le leurre, comprend la supercherie et le recrache. Le pêcheur ramène un leurre avec de belles traces de dents sur le plastique souple et ne comprend pas pourquoi sa canne magique ne l'a pas prévenu de l'attaque. L'outil ne remplace jamais la maîtrise des éléments extérieurs et la gestion rigoureuse de la tension de sa propre ligne. Un détail technique souvent méconnu concerne la manière dont vous tenez votre canne. Oui, la prise en main elle-même peut saboter votre investissement. Quand on a entre les mains un objet de très grande valeur, on a souvent tendance à le crisper. Inconsciemment, par peur de la laisser glisser ou par concentration extrême, vous serrez la poignée en liège ou en mousse comme si votre vie en dépendait. Vos doigts sont blancs, vos muscles de l'avant-bras sont tendus. C'est la pire chose à faire. En serrant fermement le talon de la canne, vos mains et vos bras agissent comme un énorme coussin amortisseur. Les vibrations très fines, celles qui indiquent une touche délicate d'un cendre apathique en plein hiver, remontent le long du blanc, arrivent au niveau du porte-moulinet et sont instantanément absorbées et tuées par la pression de votre chair et de vos muscles crispés. Pour qu'une canne résonne correctement, il faut la tenir avec une certaine légèreté. Il faut laisser le carbone vibrer librement dans la paume de la main, avec un contact souple. Mais la pression psychologique d'avoir une canne à 500 € entre les mains pousse souvent à cette prise en main beaucoup trop autoritaire et rigide. Vous tuez vous-même la sensibilité que vous avez payée à prix d'or à cause de votre propre stress et de votre crispation musculaire. Examinons maintenant l'impact de l'environnement subaquatique sur votre matériel haut de gamme. Imaginez que vous pêchiez dans une rivière encombrée d'herbiers denses, d'algues filamenteuses et de nénuphars. Vous lancez votre leurre en plein milieu de cette jungle aquatique, car vous savez que c'est là que se cachent les plus gros carnassiers. Avec une canne d'action très rapide et ultra tactile, chaque contact avec une simple tige d'algues est retransmis dans votre poignet comme un choc brutal. Votre leurre heurte une feuille de nénuphar, boum, un choc. Il traverse une touffe d'herbe, boum, une série de petits tocs secs. Votre cerveau est saturé par ces fausses alertes.
Mais ce qui est encore plus problématique, c'est l'action de la canne elle-même. Dès que le leurre s'accroche un tout petit peu dans une algue molle, la rigidité de votre blanc haut de gamme va l'arracher violemment, ramenant avec lui un gros paquet de salade verte. Votre leurre devient instantanément inopérant. Un pêcheur équipé d'une canne légèrement plus souple et tolérante va passer ces mêmes obstacles avec une fluidité remarquable. Le sion de sa canne va plier doucement, permettant au leurre de glisser délicatement sur les feuilles et les herbiers sans s'y planter profondément. Dans ces conditions naturelles très fréquentes, la canne luxueuse et raide est un véritable boulet qui détruit la présentation naturelle de votre montage. Prenons le temps de décortiquer la mécanique exacte de ce qu'on appelle la touche à la descente, le moment le plus critique de la pêche au leurre. Vous venez de donner un coup de sion sec vers le haut, votre leurre décolle du fond de 60 cm et maintenant il redescend en planant doucement. C'est là, dans cette phase de suspension magique, que 90% des attaques surviennent. Le carnassier suit le leurre des yeux et l'aspire pendant qu'il tombe. Or, pour que le leurre nage bien à la descente, il faut le laisser couler le plus librement possible, tout en gardant un très léger contact. Si vous gardez la ligne trop tendue avec votre canne raide pour essayer de ressentir la touche par résonance, vous bridez complètement le leurre. Il coule de manière non naturelle, en faisant une courbe serrée vers vous, au lieu de descendre droit. Cette trajectoire forcée et mécanique éveille immédiatement la méfiance des gros poissons éduqués. À l'inverse, si vous donnez trop de mou pour le laisser descendre librement, votre canne super résonante ne sert plus à rien car l'onde de choc ne peut pas voyager dans un fil détendu. C'est le dilemme absolu. Le matériel très haut de gamme pousse les pêcheurs à choisir la première option, tout tendre pour tout sentir. Ce faisant, ils ruinent la présentation de leur leurre et divisent par 2 le nombre d'attaques spontanées des poissons. Avez-vous remarqué comment le matériel moderne nous a rendus obsédés par la vitesse de réaction? On parle souvent de cannes avec des actions extra fast. Cela signifie que seul le dernier quart, ou parfois même seulement la pointe du sion plie, tout le reste est un vrai bout de bois dur. L'argument commercial est que cela permet de ferrer plus vite et de percer les mâchoires dures des brochets ou des cendres. C'est techniquement vrai sur le papier. Mais dans la vraie vie, au bord de l'eau, cette vitesse est souvent votre pire ennemi. Vous ressentez une touche violente, une vraie décharge. Votre taux d'adrénaline explose. Avec une canne extra fast, l'information arrive si vite et si brutalement que votre réflexe est immédiat et extrêmement puissant. Vous ferrez dans la milliseconde. Le problème, c'est que le poisson n'a souvent pas fini de prendre le leurre entièrement dans sa gueule. Il l'a juste attrapé par le bout de la queue ou il l'a pincé sur le côté. En ferrant avec la vitesse de l'éclair et la raideur d'une barre de fer, vous lui arrachez le leurre des dents avant même que l'hameçon n'ait eu la chance de trouver une zone d'accroche solide. Vous ramenez votre leurre déchiqueté, coupé en 2, en hurlant de frustration. Une canne avec un tout petit peu plus de tolérance vous aurait donné ce 10e de seconde naturel pour laisser le poisson coffrer et garantir un ferrage au fond de la gueule. Abordons un concept fondamental que l'on oublie souvent devant la vitrine d'un magasin. L'équilibre global de l'ensemble. Acheter une canne nue à 500 € qui pèse moins de 100 grammes grâce à des carbones ultra technologiques, c'est bien beau. Mais que faites-vous si vous montez dessus un moulinet trop lourd ou inadapté? L'équilibre est rompu. Le point de bascule naturel de la canne, qui devrait idéalement se situer juste devant votre main, se retrouve complètement décalé. Le nez de la canne pique vers le sol ou au contraire, l'arrière tire vers le bas. Vous devez forcer avec votre poignet toute la journée pour maintenir la canne à l'horizontale. Cette fatigue musculaire constante engourdit littéralement vos terminaisons nerveuses. Au bout de 2 heures de pêche dans le froid, votre bras est fatigué, vos doigts sont lourds
et votre sensibilité tactile est réduite à néant. L'information transmise par votre magnifique blanc résonnant arrive bien jusqu'à la poignée, mais votre main engourdie par le déséquilibre de l'ensemble n'est plus capable de l'analyser correctement. Vous ratez des touches subtiles de petits cendres tatillons simplement parce que vous luttez physiquement contre votre propre matériel. Un ensemble canne et moulinet à 200 €, mais parfaitement équilibré au gramme près, offrira toujours une meilleure lecture sensorielle sur la durée de la journée. Poussons la réflexion sur les conditions de pêche extrêmes, par exemple la pêche dans de grandes profondeurs ou à longue distance. Vous êtes sur une barque, il y a 20 ou 30 mètres d'eau sous vos pieds. Ou bien vous lancez du bord à plus de 50 mètres. À ces distances, la physique des fluides prend le contrôle total. Vous avez beau posséder la meilleure canne du monde, la quantité de tresses déroulées dans l'eau crée une résistance énorme, ce qu'on appelle un ventre dans la ligne, à cause du courant sous-marin et de la pression de l'eau. Dans ces conditions, espérer ressentir un petit toc clair d'un poisson lointain relève de la pure utopie. La masse d'eau absorbe complètement les vibrations fines bien avant qu'elles n'atteignent le bout de votre canne. Le seul signal qui passera est la perte de tension visuelle ou un lourdissement pâteux de votre montage. Dans ce contexte, une canne très raide est même un handicap, car sa pointe ne fléchira pas de manière visible pour vous avertir visuellement que le poisson a aspiré le leurre. C'est ici que l'obsession de la canne de luxe montre ses limites flagrantes. La nature impose ses lois physiques et l'eau gomme impitoyablement les différences de prix de votre équipement dès que l'on sort de la pêche de bordure ou de la pêche à vue en eau peu profonde. Il existe aussi un phénomène psychologique fascinant qui accompagne l'achat de matériel de luxe. C'est le syndrome de la fragilité perçue. Vous tenez dans vos mains une œuvre d'art fine, légère, brillante, qui coûte le prix d'un loyer. Inconsciemment, vous avez terriblement peur de la casser. Vous savez que le carbone haut module est extrêmement cassant au moindre choc latéral. Conséquence, vous modifiez votre façon de pêcher sans même vous en rendre compte. Vous évitez de prospecter sous les frondaisons épaisses par peur de cogner le sion contre une branche. Vous n'osez plus lancer vos leurres près des gros blocs de roche ou des vieux piliers de pont en béton. Vous bridez vos ferrages par crainte d'entendre ce sinistre bruit sec d'une canne qui explose en 2 morceaux. Et lorsque vous accrochez le fond, vous tirez avec une délicatesse absurde, au lieu d'utiliser les vraies méthodes de décrochage. En modifiant ainsi votre comportement, vous passez à côté des meilleures zones de pêche, là où vivent réellement les gros poissons embusqués. Vous pêchez dans les zones vides, propres, confortables, mais sans poissons. Votre canne hors de prix est devenue un objet d'exposition que vous protégez au détriment de votre efficacité redoutable de prédateur sur le bord de l'eau. Parlons maintenant du temps d'apprentissage. Maîtriser une canne extrêmement rapide et tactile demande une technique gestuelle parfaite. C'est comme passer le permis de conduire directement sur une voiture de course. Le moindre petit coup de poignet involontaire fait faire des bonds erratiques à votre leurre. Les débutants ou les pêcheurs de niveau intermédiaire qui cèdent aux sirènes du marketing en achetant tout de suite du matériel haut de gamme sautent les étapes cruciales de l'apprentissage. Ils ne savent pas encore positionner leur corps, ils ne comprennent pas toujours comment le vent affecte leur ligne, mais ils se retrouvent avec un outil qui ne pardonne aucune erreur d'animation. Une animation saccadée et non maîtrisée avec une canne ultra raide va envoyer des signaux catastrophiques sous l'eau. Le leurre va se comporter de manière hystérique, ce qui va effrayer les carnassiers au lieu de déclencher leur instinct d'attaque. Pour pêcher efficacement avec ce genre d'outils, il faut un poignet d'une souplesse absolue, capable d'absorber les mouvements brusques tout en animant subtilement. La plupart des pêcheurs feraient des miracles s'ils acceptaient de redescendre en gamme pour trouver un matériel plus progressif qui lisse naturellement leurs erreurs d'animation,
et rend la nage de leur leurre beaucoup plus fluide et attractive aux yeux des poissons. Et que dire du combat en lui-même? Car oui, il faut bien parler de ce qui se passe après le ferrage, quand on a miraculeusement réussi à piquer le poisson. Les cannes très haut de gamme, célèbres pour leur action ultra rapide, sont de véritables planches de bois lors du combat. Elles ne plient que sur le dernier quart de leur longueur. C'est fantastique pour treuiller un poisson hors des obstacles, mais c'est un cauchemar pour gérer les coups de tête ravageurs d'un gros brochet ou d'une grosse perche aux lèvres fragiles. Lorsqu'un beau carnassier arrive près de l'épuisette et donne un dernier coup de tête violent vers le fond, une canne trop raide n'accompagne pas le mouvement. Elle crée un point de rupture. Si le frein de votre moulinet n'est pas réglé au millimètre près, l'hameçon va littéralement déchirer la gueule du poisson, ou la tresse va casser net sous le choc direct. J'ai vu d'innombrables pêcheurs pleurer de rage en perdant le poisson de leur vie à 1 mètre du bord, simplement parce que leur fleuret à 500 € était incapable de plier pour amortir ce fameux dernier coup de rein. Une fois de plus, la tolérance d'une canne moins extrême aurait fait tout le travail en pliant largement, gardant la tension douce et continue jusqu'à l'atterrissage dans l'épuisette. Il y a une immense confusion dans le monde de la pêche entre la résonance du matériau et la sensibilité du pêcheur. Le marketing nous vend la résonance du carbone comme une fin en soi. Mais la véritable sensibilité à la pêche est une construction globale. C'est votre capacité à lire l'eau, à comprendre le comportement du vent, à imaginer le relief sous-marin en fonction de la topographie de la berge. C'est l'art de savoir exactement à quelle profondeur évolue votre leurre sans avoir besoin de sentir le fond. Un pêcheur véritablement sensible et expérimenté peut pêcher les yeux fermés avec une canne de qualité médiocre, car il ressent les choses dans son esprit autant que dans ses mains. Il anticipe l'attaque. Il sait que derrière cet arbre couché, il y a un remous, et que le cendre va prendre au moment précis où le leurre franchira la limite du courant. Cette intuition, cette connexion avec la nature et l'élément liquide ne s'achète malheureusement pas au comptoir d'un magasin d'articles de pêche. En croyant que la technologie peut pallier un manque d'expérience ou de lecture de l'eau, on se trompe lourdement d'objectif. La canne n'est qu'un prolongement de votre bras. Elle ne pourra jamais remplacer l'intelligence, la ruse et le sens de l'observation qui dorment dans votre cerveau. En fin de compte, la recherche de la touche parfaite est une quête d'harmonie. L'harmonie entre le poids du leurre, l'épaisseur de la tresse, l'action de la canne, les conditions climatiques et, bien sûr, la méfiance du poisson du jour. Utiliser une canne ultra résonante et hors de prix a du sens uniquement si tous les autres paramètres sont parfaitement alignés et maîtrisés de bout en bout par un pêcheur chevronné. Dans le cas contraire, cette canne de luxe se transforme en un filtre déformant qui vous coupe de la réalité du milieu aquatique. Elle vous trompe avec des fausses informations, elle effraie les poissons par sa dureté au moment de l'engamage, et elle pardonne aucune erreur lors du combat. Redescendez sur terre, littéralement et figurativement. Osez ressortir cette bonne vieille canne un peu plus lourde, un peu plus molle, que vous avez rangée au fond du garage depuis des années. Vous serez probablement stupéfait de voir à quel point votre pêche redeviendra fluide, naturelle et surtout efficace. Vous recommencerez à piquer les poissons au lieu de leur arracher le leurre de la bouche. Vous ne ressentirez peut-être plus le moindre gravillon sur le fond, mais vous ressentirez quelque chose de beaucoup plus gratifiant, le poids lourd et solide d'un beau poisson au bout de votre ligne. Et c'est bien ça, le but ultime de notre passion. Voilà, la vérité est posée sur la table. Le moment le plus crucial à retenir de tout cela, c'est cette fraction de seconde fatidique où le poisson aspire votre leurre. C'est là que tout bascule. Si la résistance est trop forte, il recrache, et votre investissement majestueux ne vous aura servi qu'à ressentir votre propre échec avec une clarté absolue. Changez votre approche et optez pour un matériel légèrement plus tolérant pourrait bien être le déclic qui manque à vos sorties de pêche.
Cela modifie fondamentalement la façon dont vous laissez le poisson prendre le leurre, en confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura ouvert les yeux sur les réalités du marketing dans notre passion. Si cette analyse vous a plu ou si elle vous a fait grincer des dents, c'est le moment d'agir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu vrai et sans filtre. Mettez un gros coup de poignet sur le bouton j'aime pour soutenir le travail. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, allez-vous continuer à pêcher avec votre trick en carbone ultra rigide ou allez-vous redonner sa chance à un matériel plus tolérant lors de votre prochaine session ?